Les personnes veulent le site fini. Votre site sera jamais fini, j'espère pour vous. Si votre site est fini, ça veut dire que votre business aussi. C'est quelque chose qui est censé vivre et on vient l'améliorer chaque mois. Concrètement, on améliore les taux de conversion. On fait en sorte de maximiser les ventes de nos clients. Salut Nico, bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Salut Aurélien. J'espère que ça va de ton côté à Bali. Yes, ça va top. Donc aujourd'hui, je serai accompagné de Nicolas. Il y a déjà quelques-uns d'entre vous qui le connaissent. Nicolas Alexandre, c'est notre directeur artistique chez La Familia. C'est lui qui a rebrandé tout et se lancé avec le nouveau logo, le nouveau site, le nouveau branding, la gamification, ces choses-là. C'est Nico qui s'occupe de ça. Spécialiste en branding, cohérence web design, etc. On va voir tout ça lors de cette session. On va parler essentiellement de tout ce qui est branding, logo, site web, l'importance de faire une véritable marque, un véritable branding, la conversion sur les sites internet, quelle est l'importance de toujours A/B tester son site web, de toujours améliorer son site, d'aller vers l'excellence pour convertir mieux. Donc Nico va nous partager quelques astuces par rapport à ça, donc ça va être cool. Vas-y, Nico, si tu veux, tu peux commencer à te présenter quelques minutes. Enchanté, bonjour à tout le monde, je suis Nicolas, je suis web designer, graphic designer depuis une dizaine d'années. Donc maintenant j'ai la casquette de directeur artistique. On fait du branding pour plusieurs entreprises de e-commerce, aussi pour des formateurs en ligne. Donc l'objectif, c'est de leur permettre d'avoir la meilleure expérience utilisateur sur leur site quand les personnes arrivent sur le site et de convertir au mieux. Donc concrètement, on améliore les taux de conversion, on fait en sorte de maximiser les ventes de nos clients. Et ça passe pas que sur le site, ça va passer, c'est toute la stratégie autour. Donc c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Comme tu disais, avec les A/B tests, les petites améliorations. Et c'est ce que je dis tout le temps, c'est que les personnes, ils veulent me voir, ils veulent le site fini. Votre site sera jamais fini, j'espère pour vous. Parce que si votre site est fini, ça veut dire que votre business aussi. Donc voilà, il sera bien, il va convertir, mais voilà, c'est quelque chose qui est censé vivre et on vient l'améliorer chaque mois. Exactement. On vient viser, nous, c'est les 80% aboutis et ensuite on vient lancer le site web et on est dans une démarche d'amélioration continue et ça pendant toute la durée, même si ça a des changements mineurs. Je pense qu'avant de parler du site et de parler branding, quelle est la différence pour toi entre un site standard, tu sais, les sites dupliqués qu'on voit partout pareil, et un site qui sort du lot, un site avec une véritable marque, un véritable branding? Quels sont les avantages de ça et quelle est la différence? On le voit bien, hein, on va avoir 1000 sites no name, donc avec des noms au hasard où il y a c'est des multi-produits ou par exemple ça peut être niché, hein, mais par exemple ils vont avoir 1000 références de quelque chose, de bijoux, de peu importe, et ça va être un site qui peut être esthétiquement ok. Cependant, c'est pas un site qui va vendre autant qu'une marque qui va venir toucher les esprits. La marque, en fait, elle va fédérer sur le long terme. Elle va avoir une identité. Par exemple, pourquoi Louis Vuitton, ça fonctionne depuis des générations. Il y a des codes. Tu peux pas venir et dire je fais du luxe. Comme ça, en fait, tu auras forcément des codes à respecter. Et bien, à ce moment-là, tu vas te créer une image. Je suis Louis Vuitton. Je parle de cette manière-là. Je pratique ces tarifs-là. J'ai cette qualité d'exécution. J'ai ce genre de produit. Et en fait, tout ça, c'est ton identité de marque. Alors que les sites où il y a 1000 produits, eh bien forcément, ils auront jamais la même qualité. Déjà, ils n'ont pas la même relation avec la personne. La personne ne peut pas construire une relation avec eux sur le long terme. Et du coup, forcément, le site brandé, il va performer 1000 fois mieux sans hésiter. Là où tu veux en venir, c'est qu'en fait, la cible de la marque doit se reconnaître à travers les valeurs de la marque, une reconnaissance un peu mutuelle, des points communs, et du coup, là, qui fédère la marque, et du coup, derrière, qu'il y a une relation de confiance qui se lie entre eux, une humanisation finalement. C'est exactement ça. Donc, on doit parler à une personne comme on peut pas parler à deux personnes différentes de la même manière. C'est ce que le branding fait. Ça veut dire que le branding va dire voici ma cible, voici comment je leur parle à eux parce qu'ils sont comme ça et pas autrement. Alors que le site généraliste qui s'en fout un peu, son site il est un peu pour monsieur tout le monde, il a pas de personnalité, donc forcément c'est pas pareil au niveau de la qualité. Ça me fait penser du coup au persona. Quand on lance une marque, combien il faudrait avoir de persona au lancement d'une marque? Alors il y a une vidéo intéressante que j'ai fait à ce sujet. J'explique la différence entre la cible et le persona. Et en fait, ça va répondre à ta question, c'est que la cible, on va dire femme de 20 à 25 par exemple, cible très jeune, sortant de l'adolescence, qui aime ce genre de vêtements. Ok, c'est ça notre cible. Maintenant mon persona, ça va être Laetitia, 20 ans, habitant à
qui aime ce genre de vêtements et elle a ce lifestyle-là et voici pourquoi elle aime ces vêtements-là pour son statut social, pour pouvoir échanger. Et du coup, à travers ton branding, tu essaies de répondre à ton persona ou tu essaies de répondre à ta cible? À mon persona, bien sûr, pour être le plus ciblé possible, le plus direct possible. Je fais comme si je m'adressais à une personne et ensuite, les gens, de toute façon, la cible, on va forcément la toucher en touchant le persona. Donc, essayez de toucher le persona dans votre branding et de toute façon, la cible, vous allez avoir 1000 personnes qui ressemblent à votre persona et des gens qui sont à peu près pareils. Sa grosse erreur que je vois très souvent, c'est que voilà, on essaye de cibler tout le monde, la masse, 58 millions de personnes, machin. On essaye de cibler tout le monde. Non, cibler une seule personne. Vous êtes placé dans un marché, donc la cible, ça c'est le marché. C'est bien de faire dans l'étude de marché, savoir à peu près la taille du marché, savoir à peu près combien on a de personnes, ça c'est très bien. Mais par contre, quand on établit notre branding et quand on fait notre marketing, notre communication digitale, quand on vient partager notre marque, on doit parler à une seule personne. On sait comment elle parle, quels sont les mots qu'elle utilise, on sait quel âge elle a, on sait sur quel réseau social elle traîne, on sait quels sont ses hobbies, et on sait quel est son travail et on parle à une seule personne. Et en parlant à une seule personne, déjà on va parler à 200 000, 2 millions de personnes, ça sera déjà largement suffisant. On n'a pas besoin de vendre à 60 millions de personnes, surtout quand c'est le lancement de la boutique, le lancement de la marque. Après, bien sûr, quand on aura atteint une certaine taille de la communauté, où on sera un peu capé par ce persona, là on viendra définir un deuxième puis troisième persona. Les 2 premières années, généralement, un seul persona, c'est suffisant. Je trouve ça intéressant ce que tu dis et je pense que ça naît de la peur. Ça veut dire que les gens se disent si je cible que ça, est-ce que ça va vraiment marcher? Les gens ont peur de cibler qu'une seule personne et je sais pas s'ils ont peur de dire j'aurai qu'une vente. Ouais, j'aurais une seule vente. Non, au contraire, en ciblant tout le monde, c'est là qu'on risque d'avoir une vente, monsieur tout le monde. Justement, ce sera monsieur tout le monde. Il se sera perdu sur votre site, il aura fait une vente. Qu'est-ce qui est plus important, le thème ou le copywriting? Pour moi, c'est le copywriting sans hésiter qui est largement plus important que le thème. Après, je pense qu'il veut dire le design ou le copywriting. Le copywriting quand même. Le copywriting est plus important. En fait, ça va être un mix. Les deux vont devoir jouer ensemble. Je sais pas si c'est vraiment dissociable à l'intérieur de notre site web. Il faut que on vienne raconter ce qu'on a envie de raconter dans notre copywriting et que ensuite nos images viennent aider à raconter le texte et que ensuite on harmonise le tout dans le site. C'est un tout. Mais le copywriting, s'il est mal fait, déjà vous partez avec un gros point négatif. Moi, mon avis, c'est que le copywriting, c'est beaucoup plus important. Pour moi, c'est un des 3 piliers pour la vente. C'est-à-dire que voilà, on a le marketing forcément pour amener des clients. Et après, voilà, on a le copywriting qui va venir convertir, qui va venir vendre derrière. C'est ça qui va aider. Pour moi, un site moche, mais qui a un bon copywriting, va pouvoir vendre. Bien sûr. On dit beau, sans copywriting, peut-être qu'il vendra, mais ça sera, le chiffre, il sera divisé par 3 ou, attention, je dis pas que on doit négliger le design, loin de là, parce que c'est ça, en fait, ça va venir booster un peu ça va venir. C'est ça, ils vont jouer ensemble. Au final, tout va s'emboîter et ça doit être considéré comme un tout. Et d'ailleurs, tu m'as dit que tu nous avais préparé une petite étude de cas, où tu avais refondu un site web pour montrer un peu. Du coup, c'est un avant-branding, un après-branding, un avant. Voilà, il y a eu un premier branding. Maintenant, il y a eu une refonte au niveau du copywriting, au niveau du storytelling, au niveau de ma pensée qui évolue, parce que ça, c'est un site que j'avais fait en 2017-2018. Et en fait, étant donné que j'ai lancé une formation il y a pas longtemps, je me suis dit ça serait marrant de refaire ce site-là. Et du coup, j'ai regardé l'avant-après, j'ai regardé ma réflexion sur le site et montrer aux gens un petit peu pourquoi il est beaucoup mieux comme ça, même si son esthétique ne change pas tant que ça. Allez, on peut aller voir ça si tu veux. Tu veux que je partage mon écran? Vas-y. Que j'avais créé pour une marque parce que moi j'aime bien tout ce qui est un peu manga, un peu ce délire-là. C'est un truc qui me plaisait bien à l'époque et je me suis dit j'allais faire des designs de manga. Donc j'ai fait moi-même tous les designs des vêtements, etc. Et j'ai fait des mock-ups stylés. Enfin, je trouvais mes photos bien et tout. Donc voilà, au niveau qualité d'image et tout. Donc les mock-ups, tout ça. D'ailleurs, dans la formation, je vous apprends à faire des photos comme ça. Tout ça, j'essayais d'apporter le maximum de qualité visuelle parce qu'on était sur du vêtement et je réponds pas à un besoin. Ok, je réponds pas à un besoin. C'est pas utile. La personne qui vient acheter ça, si elle veut acheter des t-shirts pas chers, il y a plein de magasins. Elle va à Carrefour, elle peut acheter un t-shirt pas cher. Là, la personne qui vient sur mon site, c'est déjà quelqu'un soit qui est passionné, qui a la même passion que moi, qui aime les mangas et qui veut se faire plaisir. Donc, il faut que ce soit joli. On est plus sur ça. On est plus sur de l'identification. Je vais m'identifier avec le texte qui est écrit sur le vêtement, ou alors je vais trouver qu'il est marrant, il résonne bien avec le manga, un épisode du manga, voilà, ça résonne bien, c'est cohérent. C'est ça qui va faire que la personne va acheter. Donc, ça va être ma pertinence sur des jeux de mots, des trucs comme ça.
Et c'est ça qui va faire que mon public va s'y retrouver et va l'acheter. On est sur un besoin d'identification. Quand on fait un site, connaître le besoin auquel on répond. Ça veut dire que on fait d'abord le branding, à savoir l'identité de marque. Dans notre branding, on va créer un persona, on avait dit, donc ça veut dire on va créer notre cœur de cible. On va dire que voilà, notre persona ressemble à cette personne-là. Cette personne-là, le persona, c'est Nicolas. Nicolas a 26 ans. Nicolas aime les mangas. Il est passionné par ce manga-là. Il s'habille en tenue de ceci. Bon, c'est pas vrai, mais voilà. Et du coup, il est le persona. OK? Maintenant, quel est son besoin? Eh bien, il a envie de se faire plaisir avec des t-shirts qu'il trouve stylés, etc. Besoin simple. Maintenant, avant que vous fassiez votre site, vous devez connaître ça. Peut-être que pour vous, c'est pour un produit utile et ce sera encore plus facile à faire. Par exemple, si votre produit, c'est un produit technique, un truc pour faire du jardinage, vous allez pouvoir marquer beaucoup plus d'argumentation, de réponses aux objections, de caractéristiques, de bénéfices clients. Et du coup, quand vous allez venir sur le site, vous allez pouvoir enchaîner les bénéfices clients. Voilà, le produit permet ça, il vous aide à faire ça, il fait ça, etc. Et c'est comme ça qu'on va définir notre structure de site. C'était juste une parenthèse pour vous montrer comment moi, je suis parti sur cette marque-là. Donc, j'ai d'abord fait mes vêtements, ensuite j'ai fait mes photos sur Instagram parce que c'était cohérent avec ma niche. Maintenant, pour vous, si vous êtes sur d'autres produits un peu techniques ou quoi, ça va pas forcément être ça. Peut-être que vous allez juste définir votre branding et ensuite vous allez directement implémenter ça dans votre site. Alors, on va aller faire un tour. Ça, c'est le site d'avant. OK, donc la marque s'appelle YouSenpai. J'ai fait mon logo. Ça s'appelait vêtements stylés pour Otaku, hommes et femmes, voir tout. Ensuite, collection vedette. OK, je mettais le nom des produits. Donc, produits. On vous vend des cadeaux. OK, c'était en 2017. 50. Ouais, voilà. Est-ce que ce site aurait été validé à l'audit? Est-ce que ça aurait été validé par moi? Déjà, on voit que j'étais déjà dans l'épuration à l'époque parce que ça faisait déjà au moins 5-6 ans que je faisais du design à l'époque. Ça pourrait passer, mais au niveau copywriting, c'est nul. Donc, je pense que je l'aurais recalé. J'aurais recalé le site parce qu'il y a pas mal de choses qui marchent pas au niveau du copywriting. Qu'est-ce qui marche pas au niveau du copywriting? Il n'y a pas de promesse, il n'y a pas d'offre et le bouton d'appel à l'action est tellement basique, voire tout. Ça veut rien dire. Il faut être beaucoup plus personnalisé et du coup, on va aller voir ce que j'ai fait par la suite. Donc, le premier scroll ici, il va être méga important. Et là, on voit que mon logo était gigantesque. Donc, enfin, pas gigantesque, mais mon header, la partie blanche, elle est super grande. On est obligé de scroller pour voir ce qui est écrit. C'est bien dommage. Ça veut dire que normalement, quand on arrive sur un site, on voudrait pouvoir lire l'information principale. Les 3 premières secondes sont primordiales. Il faut que ça s'affiche vite. Il faut que ce soit facile à lire, facile à comprendre. Donc, déjà là, beaucoup trop gros cette histoire et ça prend la moitié de l'écran et je suis obligé de scroller pour lire le site. Et en plus de ça, j'ai pas une vraie promesse. On va aller voir ce qui a été créé maintenant récemment. Ça, c'est ce qui ressemble à ce qu'il faut faire. On voit déjà que là, mon header, mon en-tête, elle est beaucoup plus fine en termes de hauteur. Mon logo, il est toujours lisible malgré le fait qu'il soit plus petit. Il fonctionne tout aussi bien. Donc, peut-être que je voulais donner un côté badass à l'époque en le mettant super gros, mais au final, ça servait à rien. Donc, on peut le mettre en plus petit. Il va fonctionner même encore plus petit que ça si j'ai envie de rapetisser mon histoire. Ensuite, au niveau de la partie importante, le copywriting a pas mal changé sur le site. On a vu que ici il y avait rien, ici il y a rien d'écrit, etc. Là, le site visuellement, bon, il va pas être tellement mieux esthétiquement, vous allez voir. Mais ça va changer beaucoup de choses. Alors ici, je m'attaque à Hunter Pro, la puissance subtilement portée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je me suis rappelé que dans mon Instagram, dans mon branding, j'avais parlé du lifestyle de Hunter. Le Hunter, ça vient de manga qui s'appelle Hunter x Hunter, où les personnages qui ont la carte de Hunter bénéficient d'une liberté incroyable. Ils ont accès aux plus grands secrets du monde. Ils peuvent rentrer à des endroits que personne ne rentre. C'était un petit peu ça. Je voulais dire que voilà, si tu rentres dans cette communauté-là, on est des personnes libres. On a la carte de Hunter, entre guillemets, qui nous permet de faire ce qu'on veut. Et ça me faisait penser un peu à l'entrepreneuriat à l'époque. Et c'est pour ça que j'étais parti sur ça. Maintenant, les gens qui sont dans ma niche, qui voient les vêtements, il n'y a pas de questionnement. C'est quoi Hunter? Vous voyez ce que je veux dire? On est pareil. Si je suis ma niche, ils connaissent obligatoirement le manga, ok? Il n'y a pas de question. Du coup, Hunter Pro, la puissance subtilement portée, ils se demandent pas pourquoi j'ai écrit ça, en fait. Donc, c'est à ce point-là qu'on doit être, je pense, personnalisé en fonction de sa niche. Moi, je connais ma niche. Je sais que cette phrase-là, elle fait tilt automatique. Si tu le permets, j'aimerais peaufiner ça. C'est Ouais. en fait, moi, ce que je partage, c'est qu'il faut, dans le branding, c'est qu'il faut un clivage. Et en fait, en utilisant des mots que uniquement ton audience, uniquement ton avatar client peut comprendre, automatiquement, les personnes qui comprennent pas, moi je sais même pas ce que c'est, et ben derrière, forcément je suis pas attiré par ça. Par contre, toutes les personnes, je sais qu'il y en a, et ben qui vont comprendre ça, ils vont être automatiquement plus intéressés, plus attirés, et c'est ça qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est diviser. Et on divise pas. Si on veut plaire à tout le monde, ça marchera pas.
regardez, imaginons que je suis fan de manga, que tout, je suis un vrai fan. On me dit quelque chose un peu lambda comme ça, là, hommes et femmes, voilà. On me dit pas, ça te concerne, en fait. On me dit, c'est pour monsieur tout le monde. Alors que là, la communauté qui est vraiment fan de ça, elle est aussi grande, en fait. Voilà. C'est pas parce qu'elle est a priori plus petite qu'elle est pas grande. Il vaut mieux avoir une grande part d'un petit gâteau que rien d'un gâteau immense. Donc, il faut avoir ce mindset-là lorsqu'on va faire notre site. Ensuite, en sous-titre, j'ai mis, en ce moment, bon, vous le voyez pas, peut-être que c'est un peu petit, un t-shirt acheté, un masque SO offert. Voilà. En ce moment, un t-shirt acheté, un masque SO offert. Parce que à l'époque, je vendais des masques sur le site. Dommage, j'aurais dû faire ça en période de pandémie. Ça aurait bien marché. Du coup, ça s'était fait bien avant la pandémie, le site. En fait, ici, je dis, en ce moment, un t-shirt acheté, un masque SO offert. Le masque n'est pas disponible si on n'achète pas le t-shirt. Il n'est pas sur le site. Enfin, on peut pas l'acheter si on n'achète pas un t-shirt. Ce qui veut dire que je crée de la rareté, déjà. Donc, mon offre, je dis, si tu achètes un t-shirt, tu gagnes un masque SO. OK? Donc, je crée de la rareté pour le masque SO. Je dis qu'il est disponible que si on l'achète. Maintenant, le masque SO, pourquoi je crée un produit, encore une fois, qui a du sens par rapport à ma niche? Le SO, vous allez comprendre ça tout de suite. Je laisse ça en suspens. En tout cas, ici, je crée une offre et je crée de la rareté déjà sur ce produit-là, sur le masque, parce que je dis que il est disponible si on achète un t-shirt. Là, ils n'ont pas encore compris qu'il n'est pas disponible sur le site à ce moment-là. Ils se disent, une petite offre, ok, on a un masque offert. Ok, on est gentil, c'est cool. Maintenant, je découvre, je prends la première personne, donc je découvre, on n'est pas sur voir tout. Ici, la personne, c'est elle qui choisit, qui se positionne en tant que première personne qui va faire l'action. Et ça, c'est très important dans notre copywriting, ok? Donc, pensez à ce genre de petits détails. Alors, pensez à promesse, donc voilà, ou phrase d'accroche, ce sera notre titre. Ensuite, sous-titre, ce sera notre offre généralement. Donc, ici, pour moi, c'est un t-shirt acheté, un masque offert. Ensuite, bouton d'appel à l'action. Cette structure-là, elle est quasiment indispensable au e-commerce. Vous passez sur tous les sites, 90% des sites qui marchent, même les grandes marques, sont faits comme ça. Vous allez sur Yves Rocher, j'étais sur Nike, H&M, peu importe, c'est ça. C'est la même structure tout le temps et c'est pas pour rien, c'est parce que ils veulent qu'avant le premier scroll, les gens savent de quoi on parle. Maintenant, vous allez comprendre pourquoi l'histoire de un t-shirt acheté, un masque offert, ça prend du sens. Alors ici, on voit un petit t-shirt et égale un masque, ok? Et ensuite, je vais dans mon copywriting rentrer tellement loin dans mon délire que ici, je vais cliver encore plus. Maintenant, c'est mon choix, c'est parce que je connais ma niche, ok? Je sais que c'est comme ça. Par rapport à votre niche, si vous êtes sur le make-up, si vous êtes sur quelle niche, ça sera moins clivant. Non, peu importe la niche, ça peut être aussi clivant. Je peux faire quoi? Tu vas voir. Par exemple, là, tu vois, j'ai un t-shirt acheté égale le masque. Tu vois qu'il y a une petite bannière qui explique la chose, ok? Ensuite, je fais une petite blague. J'ai dit, soyons responsables. Le masque est disponible uniquement en cadeau après achat parce qu'un SEO n'est pas fait pour tout le monde. Vous aurez beaucoup trop de flow après avoir acheté votre article. Il vous faudra un masque pour sceller toute cette puissance afin de ne pas mettre les autres en danger. C'est quoi le masque SEO? Le SEO, en fait, c'est une technique de restriction de pouvoir des mangas, en fait, parce que pour des personnages qui ont un pouvoir immense. Et il y a des SEO en eux qui permettent de limiter leur puissance. Et du coup, ici, le fait de dire qu'il faut acheter le t-shirt pour bénéficier du masque qui va justement limiter pour pas faire trop de dégâts avec votre flow incroyable. Donc ici, je fais une blague que il y a que eux qui peuvent comprendre et ça donne du sens au produit qui est disponible uniquement après achat. S'il y avait pas ça, en fait, ça aurait été juste une offre lambda, bon, c'est disponible après achat. Mais là, le fait de dire que il est disponible après achat parce que, en fait, il est fait pour sceller votre pouvoir une fois que vous aurez acquis le truc, il y a un storytelling qui arrive que ma niche peut comprendre. Et maintenant, c'est ici que vous devez penser à votre storytelling dans votre branding. Quelle histoire est-ce que je veux raconter à ma niche? À quel moment ça va devenir pertinent pour eux? Ici, la blague prend tout son sens parce que le produit est disponible après achat. Et justement, je vais pas le mettre sur le site. Ou alors, si je le mets sur le site, je vais le mettre à 1 million d'euros exprès pour qu'ils puissent pas l'acheter. Mais c'est pas disponible justement. On va pas savoir quelle est la valeur du cadeau. Est-ce que ça ferait pas bizarre? Est-ce que ça fait pas bizarre? Non, on peut très bien venir l'écrire. Qu'est-ce qui nous empêche de venir écrire ici? Un t-shirt plus le masque d'une valeur de... Voilà, on peut venir l'écrire. Pas de problème. Moi, c'est ma stratégie. Je dis pas que c'est ce que vous devez faire. Loin de là. Là, j'exprime ma stratégie qui est cohérente par rapport à mon branding. Maintenant, c'est pour ça que votre branding doit être fait, doit être le plus personnalisé possible pour que vous puissiez avoir ensuite des idées de stratégie marketing comme celle-là qui va être unique. Il y a que mon site qui a ça, en fait. Il y a que mon site qui a présenté la chose de cette manière-là. Et c'est pour ça que votre branding doit être bien pensé. Vous devez passer du temps sur votre branding, essayer d'être le plus personnalisé possible,
découvrir votre niche le plus profondément possible pour que ensuite ce genre de scénario soit possible. Maintenant, je donne envie d'acheter au t-shirt pour pouvoir bénéficier du masque. En fait, moi, j'étais aussi de l'école où j'aimais bien donner, enfin, de chiffrer la valeur qu'on offre s'il y a un cadeau. Et justement, le fait d'offrir un cadeau, ça permet aussi de ne pas avoir une stratégie agressive où on va mettre des codes promo, des choses comme ça. On va pouvoir se libérer un peu de ça. Mais après, on n'est pas obligé de mettre la valeur. En fait, moi, je rejoins aussi Nico par rapport à ça. C'est qu'en fait, on peut laisser deviner la valeur perçue parce que forcément, là, c'est un masque. Un masque, on sait à peu près combien ça coûte. On imagine après, en tout cas, combien ça coûte. Et après, c'est dans la tête de la personne qui peut se dire, tiens, en fait, ça coûte autant. Et puis après, on n'essaye pas forcément de l'orienter, quoi. Je pense que la suite va plaire à Laetitia si elle veut savoir la valeur du masque. Parce que justement, dans ce site-là, je vais loin, je fais exprès, j'exagère parce qu'on est dans du manga. On est un petit peu dans un côté abus, badass, rigolo, où on peut exagérer les choses. On est clairement dans ça dans mon site et je veux capitaliser sur ça. Tu reprends les codes de ta niche et du coup de ton personnage. Bien sûr, parce que c'est cohérent avec ma niche. Maintenant, votre niche, si c'est une niche sérieuse, vous n'allez pas faire des blagues comme ça. Donc ici, on parle vraiment de cette niche-là et les codes vont être pris. D'ailleurs, si je fais en plus du marketing gratuit où je me montre avec mes vêtements pour cette niche-là, voilà, les gens vont connaître mon humour, ils vont arriver sur mon site, ils vont voir ça fait tilt. Donc très intéressant. Et ici, on arrive sur un produit, donc j'ai mis l'un de mes produits phares. Ensuite, on descend. Ils savent que quand ils achètent un produit, s'ils achètent le t-shirt, ils vont avoir le masque. Ici, j'aurais pu, dans ma description, je peux venir remettre un t-shirt acheté, un masque offert d'une valeur de, voilà. Et ensuite, je vais avoir mes autres produits, etc. Ici, que j'ai mis le masque SO, il a 1 million. Donc c'est ma petite blague pour dire aux gens qu'il a une valeur, il est inestimable. Donc je fais exprès d'exagérer ces choses-là encore une fois parce que c'est cohérent avec ma niche, parce que j'ai le droit de faire ça dans ma niche. En fonction de votre niche, bien sûr, ce sera pas le cas, mais je fais exprès de vous montrer un site où j'exagère comme ça pour que vous puissiez comprendre à quel point vous devez pousser le bouchon de la réflexion sur votre site, ok, et dans votre marque en général en fait. C'est quoi la puissance un peu de l'accompagnement en tandem? Quel est ton avatar client? En fait, on crée le site ensemble et on crée le site devant vous. Et moi, j'adore. Je trouve que c'est la meilleure manière de créer le site parce que, en fait, ce qu'on va faire sans l'autre, ça vaut pas du tout ce qu'on aurait fait ensemble. Ok, je prends l'exemple d'Antonio, avec qui on a fait un coaching. Antonio m'a dit, ma niche, c'est sur les vélos. Voilà, c'est ce que je veux faire, etc. À la fin de notre création ensemble, la niche avait changé. On était sur les mamans. Donc, parle du produit. On met le contexte. Ouais, voilà. Je donne pas son produit vraiment. C'est un support téléphonique pour les vélos. Au début, Antonio m'a dit, voilà, ce produit-là, il est excellent pour pouvoir tenir le téléphone sur le vélo et tout quand on est en mouvement, etc. Le problème, c'est qu'avec ce type de produit, Amazon le fait, Cdiscount le fait, tout le monde fait des produits comme ça. Et du coup, la compétition est ultra rude pour Antonio sur cette niche-là. Donc, moi, je posais des questions à Antonio sur, est-ce que tu sais comment tu vas faire venir ton trafic? Pourquoi les gens viendraient chez toi? Il y a plein de choix. Il y a des milliers de choix sur Amazon. Pourquoi ils viendraient sur toi? T'as qu'un seul produit. Ok? Est-ce que tu vas devoir faire la concurrence avec eux? Est-ce que tu vas devoir aussi te fournir en 1000 produits? Alors, tu vois, j'étais en train de le questionner sur ça. Ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, on a regardé les différents usages de son produit et on a remarqué que parmi les usages du support téléphonique, le support téléphonique pourrait être accroché à des poussettes. Donc, comme le guidon du vélo, ben là, il serait accroché au maintien de la poussette pour pousser la poussette. Voilà. Et on s'est dit que, mais en fait, Tilt, la niche des mamans est beaucoup plus active à l'achat. Elle est beaucoup plus petite, beaucoup plus ciblée. Si on fait un marketing où on cible les mamans et non pas les vélos comme tout le monde, on s'éloigne catégoriquement de la concurrence. Ça veut dire que tout le monde va se battre sur les mots-clés vélo, etc. Nous, on fait un site pour les mamans. Alors, vous imaginez bien qu'un site pour les vélos et un site pour les mamans, ils n'ont pas la même apparence. Donc déjà, si j'avais pas fait la création avec Antonio en tandem, ben, je lui aurais fait un site pour les vélos et ça aurait pas du tout eu la même apparence qu'un site pour les mamans au final. Donc c'est ça la puissance de la création tandem, c'est que les choses que vous pensiez être sûres, en fait, quand on va se questionner ensemble, on va réussir à trouver des solutions. Et là, ce que j'aime beaucoup avec Antonio, c'est que au final, il est gagnant sur tous les fronts. Antonio va potentiellement moins de frais logistiques parce qu'il a pas une grande liste de références. Il a qu'un seul produit, alors que s'il en avait plein, ben, il devrait payer plus de logistique. Il y a pas mal de choses qui changent. Pour Antonio, il peut se concentrer sur un seul produit, apporter beaucoup plus de valeur. Il va avoir moins de retours clients sur différents produits. Par exemple, quand on a plein de produits, on a peut-être plusieurs fournisseurs. C'est un problème en moins, en fait. Il s'est éloigné d'un problème. Et ça, c'est une stratégie qui s'appelle Océan Bleu. Ça veut dire que on est
pour un produit donné, eh ben, si on voit le produit d'une manière différente du reste de la concurrence, on sort de l'océan rouge et on arrive dans l'océan bleu qui est, entre guillemets, sain, où c'est une étendue bleue, on est tout seul dedans, on a la mer pour nous, on peut vraiment faire de mieux. Alors que c'est le même produit. Alors que c'est le même produit. C'est juste qu'on le présente différemment. Et c'est ça aussi l'intérêt du module 6, de vérifier la cohérence du branding et puis de l'offre aussi Nico en tandem. Parce qu'en fait, ça permet aussi de vérifier, parce que du coup, là, on a la théorie et après, on doit passer à la pratique. On doit faire transpirer ce branding-là de manière pratique sur le site web. Et au moins, ça permet de checker si tout ça, ça match avec le site. Parce que généralement, en fait, tout le monde, quand on arrive sur le site web, il y a toujours des changements par rapport à ce qui avait été défini théoriquement. L'identité visuelle, des fois, c'est très bien sur une charte graphique. On arrive sur le site web, on voit tout parce que derrière, c'est pas très beau. Au lieu de créer le site tout seul, en fait, ce que tu proposes, c'est de créer le site internet avec le porteur de projet. Et du coup, tu l'accompagnes, vous le créez ensemble, c'est toi qui le crée, c'est lui qui le crée. Comment ça se passe? Je t'explique le fonctionnement. Alors, on se parle par téléphone avant. On fait ensemble, on commence. Avant la première réunion, chaque réunion dure environ 1h30 à 2h. Avant la première réunion, le mieux, c'est que la personne ait fait ma formation image et ma formation branding pour arriver avec des prérequis, ok, et que la personne arrive avec du copywriting, donc du texte, et quelques images, quelques contenus, histoire qu'on parte pas sur rien. Une fois qu'on se voit, on va faire le premier coaching, c'est analyse concurrentielle et entre guillemets piochage et inspiration. Donc, on va analyser ce que la concurrence fait, c'est la première chose à faire. Comment ils font, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, comment on pourrait faire mieux, parce que on va se battre entre guillemets contre ces gens-là. Donc, il faudrait faire mieux, sinon ça sert à rien de faire le site. Donc, on va regarder ces gens-là, on va s'inspirer d'eux et on va essayer de faire mieux. Maintenant, je vais créer un petit brouillon, j'appelle ça, c'est un wireframe, mais vous pouvez le faire à la main. Ça veut dire que vous allez dire, alors prenez votre crayon papier et vous venez faire un petit carré, vous allez dire, voilà, j'ai bien mis ça sur ce site-là, ben, sur mon site, j'aimerais que ça, ce soit là, avec tel texte que j'ai écrit. Donc, vous reprenez les choses. Donc, ça, c'est le premier coaching. On va s'inspirer des gens et on va faire un petit brouillon template de à quoi va ressembler notre site par la suite. Donc, c'est la partie brouillon de notre site. Il y a des logiciels, vous tapez wireframe sur Google, il y a des logiciels qui vous permettent de le faire au propre si vous préférez faire la chose en ligne. Mais bon, crayon papier, généralement, ça passe très bien. Donc, ça, c'était le premier coaching. On sait vers quoi on part. Le deuxième coaching, ça va être toute la partie mise en place de ce qu'on avait prévu. Donc, entre les deux, on laisse généralement du temps parce que la personne, maintenant qu'elle a créé sa structure de page, elle a créé son arborescence, elle sait quel produit il y a sur son site, qu'est-ce qu'il y a, il lui faut un petit peu de temps. Donc, pour dire comment elle va améliorer son texte, comment elle va améliorer ses images, parce qu'elle était venue déjà avec des images et du texte, etc. Mais cette personne-là, elle va pouvoir, avec les conseils que je vais lui donner, améliorer le texte, améliorer les images, améliorer une petite version du site. Ça veut dire qu'avec le wireframe qu'on a fait, elle peut faire une petite version du site en attendant, même si, voilà, c'est ce qu'on va faire dans le coaching 2. On met en place vraiment le site avec ce qu'elle a ramené, quoi, son texte, ses images, etc. On fait vraiment l'équivalent de YouSenpai que je vous ai montré. On crée la page. Et ensuite, on check toutes les parties du site. On va voir encore la concurrence, on se compare, on essaie de faire mieux. Vous aurez encore du temps de la partie 2 à la partie 3 pour remettre en question tout ce qu'on aura vu. Et la partie 3, on va rentrer dans l'administration de Shopify. On va créer des collections de produits. On va revoir toute notre stratégie, cette fois-ci, de conversion. Vous voyez ce que j'ai fait dans YouSenpai avec un produit acheté, un produit offert, ce genre de choses. Comment présenter ça sur la page, comment donner envie aux gens d'acheter sur le site, tout ce qui va être amélioration de possibilités de conversion. C'est dans le dernier coaching qu'on voit ça et là, on finalise le site. Et ensuite, généralement, après le dernier coaching, je vous laisse encore une semaine ou deux, enfin, vous me rappelez quand vous voulez, hein. C'est vous qui me rappelez là et vous me dites, voilà, j'ai fait quelques modifications, qu'est-ce que tu penses de ça? Et moi, je vous fais mes retours à chaud sur votre site fini que vous aurez arrangé. Je vous dis ce que j'en pense, comment il faudrait l'améliorer, etc. Nicolas, lui, il y a une agence du coup de web design pour justement créer les sites. Mais en fait, le problème, c'est qu'en fait, quand on avait discuté avec lui, c'est qu'en fait, moi, pour les personnes de site lancé, je voulais pas forcément qu'on crée le site pour les personnes. Et du coup, de ce qu'on a discuté, c'est que c'était intéressant d'en fait de le créer avec la personne. Et ce qui est intéressant, ça, c'est qu'en fait derrière, en fait, on apprend la personne à pêcher entre guillemets. On va pas lui mettre un site tout cuit. Si vous déléguez à 100% la création de votre site, alors je sais qu'il y en a qui le font, mais le problème, c'est que derrière, dès qu'on doit faire un changement sur le site internet, on doit faire appel à un prestataire, machin, et du coup, on n'est jamais indépendant. On est toujours dépendant de quelqu'un, d'un web designer, d'un webmaster. Donc ça, c'est un peu chiant. Et là, c'est vrai qu'avec l'offre de Nico, donc dès qu'il y a des freins, tout de suite, lui, il intervient dessus. Mais au moins, il
il explique comment il fait, comment c'est fait. Et comme ça, on sait exactement qu'on a créé notre outil, on a créé notre voiture de course et on sait comment elle fonctionne. Et ça, c'est important derrière. Comme ça, toute la durée de vie de notre marque, on va pouvoir faire nos propres modifications. Et tout ce qui est cohérence du branding, ça, tu l'as dit, hein, c'est important aussi. Hein, c'est une phase qui est assez importante. La partie théorique de notre marque et la partie pratique. Le module 6, c'est là où on commence à tout mettre en pratique sur notre site. C'est ce que va voir nos clients. Donc là, c'est important aussi d'avoir cette cohérence-là et jusqu'à derrière le lancement avec l'offre et tout. Donc ça, c'est vachement intéressant. Donc ça se retrouve le site MLC Project, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Justement, pour continuer avec ce que tu disais, le fait de passer avec quelqu'un qui vous tend la main, en fait, ça évite globalement de la frustration. Qu'est-il faire pour avoir des clients rapidement? Là, ça pas de répondre à cette question-là, je pense. ça va être dans le module 7. Après, voilà, le but, c'est que vous avancez aussi par rapport à ça.